J'ai longtemps conservé un cahier où j'avais peint les épisodes de ma vie, depuis ma naissance jusqu'à mon arrivée en France, à l'âge de 7 ans. Chaque aquarelle avait sa légende. Je me souviens de la première. Elle représentait un lit où était couchée une figure féminine et une autre plus petite. Au pied du lit, 2 paires de pantoufles, l'une 2 fois plus grande que l'autre. En face, un homme en blouse blanche, attablé devant une assiette maculée d'une tache rouge. La légende disait « Après ma naissance, le docteur mange une tranche de jambon ». J'avais restitué le récit de ma mère, amusé par ce geste incongru de son accoucheur dans le Berlin d'octobre 1917, où l'on manquait de tout. Merci beaucoup d'accueillir un très très vieux. Tout à l'heure on disait que l'aîné avait 85 ans, moi j'en ai 91. Alors, c'est vous dire que j'ai eu la chance, quand j'en avais 30, de participer à la rédaction de ce texte. Ce texte qui est là pour nous maintenant, cette déclaration, retenez bien, elle ne s'applique pas à un pays, à un peuple, à un homme, à une femme. Elle est universelle. Alors je dis tout de suite, chacun, chacune d'entre vous a une responsabilité, car ces droits ne sont pas encore appliqués. Ils sont encore violés. Ils sont violés dans un grand nombre de pays. Ils ne sont même pas toujours appliqués parfaitement chez nous en France. Donc, nous avons à lutter, à combattre. Et plus vous grandissez, plus vous avez de force. Mais dès l'âge que vous avez maintenant, il faut que vous aimiez la vie. D'abord, important, il faut aimer la vie et il faut aimer la vie en collectivité. Il faut se dire que tous ensemble, si on est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'égalité, la justice et la liberté, alors ensemble, on peut travailler et faire que cette déclaration qui a maintenant 60 ans d'âge devienne un jour un texte dont on dira « Oh, ben ça, c'est appliqué dans tous les pays du monde ». Pour ça, il faut que vous vieillissiez beaucoup. Mais on va y arriver. Et c'est le message que je voudrais que vous gardiez dans l'esprit aujourd'hui. Soyez les défenseurs des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Merci. Ma mère avait 34 ans et moi 3. Lorsque nous nous sommes tous trouvés pris dans une situation triangulaire somme toute assez banale, mais que sa transposition romanesque puis cinématographique allait hisser au rang de mythe. L'auteur du roman Jules et Jim, Henri-Pierre Rocher, avait été avant la guerre le très proche ami de mon père. Il partageait avec Marcel Duchamp, auquel il était très lié, une conception qui se voulait radicalement neuve des relations entre hommes et femmes, sans concession, libres. Mon père et Henri-Pierre s'intéressaient aux mêmes femmes, et partageaient leurs découvertes et leurs plaisirs. Comment le Français, élégant et séducteur, ne serait-il pas devenu l'amant de l'épouse de son vieil ami allemand ? J'arrivais en France en 1924, à l'âge de 7 ans. Pourquoi mes parents avaient-ils décidé de s'établir en France ? Mon père adorait Paris,
et ayant perdu sa fortune, gagnait sa vie comme traducteur. Ma mère aimait Henri-Pierre Rocher et souhaitait vivre auprès de lui. En évoquant cette transplantation de Berlin à Paris, j'en perçois aujourd'hui l'incongruité. Dans mon souvenir, c'était la chose la plus naturelle du monde, et surtout la plus enthousiasmante. Tout m'enchantait, depuis le long voyage en train jusqu'à l'arrivée sous la voûte immense de la gare du Nord. Premier contact avec le métro, puis avec le Lion de Belfort. Première nuit à l'hôtel du Midi, sur l'avenue du Parc Montsouris, à 2 pas de l'appartement d'Henri-Pierre Rocher, au 99 du boulevard Arago. C'était en été, au début des vacances. Il m'arrive souvent que des gens qui m'interrogent sur ma vie se souviennent surtout de la relation avec ma mère, avec l'amant de ma mère, et parlent de moi comme si j'étais essentiellement un personnage de ce film qui a eu tant de succès, Jules et Jim. Ça m'agace un peu qu'on s'adresse à moi comme si j'étais la petite fille de Jules et Jim. Le peu que je sais, je le tiens de mon professeur Albert Sorel. Que voulez-vous devenir, me demanda-t-il. Diplomate. Avez-vous une grosse fortune? Non. Pouvez-vous, avec quelque apparence de légitimité, ajouter à votre patronyme un nom célèbre ou illustre? Non. Eh bien, renoncez à la diplomatie. Mais alors, que dois-je devenir? Un curieux. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas encore un métier. Voyagez, écrivez, traduisez. Apprenez à vivre partout. Commencez tout de suite. L'avenir est aux curieux de profession. Les Français sont restés trop longtemps enfermés derrière leurs frontières. Vous trouverez toujours quelques journaux pour payer vos escapades. Jules pense que vous avez une grande carrière devant vous. Moi aussi. Mais j'ajoute, pas forcément spectaculaire. Ça, c'est moi, petit garçon. Et ça, c'est ma mère, mon frère et moi. Voilà encore ma mère. Photo de ma mère. Quoi d'autre? Voilà les deux, mon père et Rocher. Je ne sais pas d'où ça sort, ça. Bon. Ça, c'est eux deux. Écoutez, voilà. On va peut-être pas fouiller trop parce que tout ça, c'est les mêmes. C'est le passé. Je me souviens du 8 mai 1945. C'est le jour où je me suis retrouvé à Paris, ne sachant pas très bien où allait me conduire la vie, passant assez rapidement le concours du Quai d'Orsay et devenant donc un jeune diplomate français. Je me fais recruter à New York par le secrétaire général des Nations Unies. Alors, chance exceptionnelle, ces 3 années étaient les 3 années où Madame Roosevelt et René Cassin faisaient ensemble un effort pour mettre en place ce texte extraordinaire, Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, évidemment, 60 ans après, parce que c'est en 1948 que la déclaration a été adoptée à Paris, au Palais de Chaillot. J'étais là, je tremblais à l'idée qu'il y aurait peut-être 1 ou 2 votes hostiles. Il n'y en a pas eu. Il y a eu des abstentions, mais aucun vote hostile, donc la déclaration adoptée.
Alors, 60 ans après, est-ce que ce texte est encore valable? Oui, je suis convaincu qu'il a toute sa valeur comme l'objectif fondamental qui est proposé aux femmes, aux hommes, aux enfants de tous les pays du monde, et que le fait que les droits de l'homme soient constamment violés, hélas, par les uns comme par les autres, même quelquefois par notre pays, soi-disant démocratique et patrie des droits de l'homme, ce fait ne doit nullement nous empêcher de considérer que ce sont les seuls objectifs clairs à proposer à la jeunesse d'aujourd'hui. Allez-y, défendez les droits de l'homme. Scandalisez-vous lorsque ces droits sont violés. Ah, c'est gentil, oui, si vous y allez vous-même. Oh, bah, c'est bon. Allez, les groupies avec moi. Vous savez, moi, c'est Ange, vous savez. L'Europe est une région du monde qui a toujours accueilli des gens d'autres régions du monde. N'oublions pas que la France s'est faite avec des mouvements migratoires nombreux. Au lieu que l'Europe se rassure sur le fait que les mouvements migratoires, qui vont être de plus en plus importants avec le réchauffement climatique et tout ce qui risque de nous arriver sur la Terre, de se dire, mais ces mouvements migratoires, nous allons les accueillir et nous allons trouver en la France l'exemple d'un pays qui va nous dire comment accueillir les immigrés, comment les intégrer, les insérer dans notre société. Quand nous avons défendu les sans-papiers de Saint-Bernard, il y a de cela 10 ans, nous avions, nous, le Collège des médiateurs, nous avons fait une liste de critères en disant voilà les critères qu'il faut appliquer, et lorsque l'un au moins de ces critères est présent, il faut régulariser. Voilà ce que serait l'attitude intelligente d'une France qui serait respectueuse de ses propres traditions. « 29 avril 1996. Après une réunion avec les familles africaines réfugiées de Saint-Bernard et avec leur accord, le Collège des médiateurs a établi une liste des critères qu'il considère comme justifiant une régularisation. Être parent d'enfants français. Conjoint ou concubin notoire de Français. Conjoint et enfant d'un étranger en situation régulière en France. Parents d'enfants nés en France. Débouté du droit d'asile entré en France avant le 1er janvier 1993. Personne ayant un proche parent résidant en France. Personne dont le retour interromprait le traitement médical d'une maladie physique ou mentale grave.
Personne dont le retour l'exposerait à des risques sérieux. Étudiant en cours d'études universitaires reconnu. Personne ayant une bonne insertion dans la société française, mais dépourvu d'un titre de séjour. Si nous pensons à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, au Mali, à la Mauritanie, au Sénégal, eh bien, ce sont des pays qui nous ont donné leurs enfants à des moments de notre histoire où nous en avions grand besoin. Ils ont été dans nos armées pour défendre notre liberté et nous leur devons une reconnaissance. Cette reconnaissance peut au moins s'exprimer en facilitant pour eux la possibilité d'envoyer leurs jeunes en France. Alors, je n'en fais pas. Je n'en fais pas. Bernard, un mot Stéphane. devant ces jeunes gens qui font un film sur ma pomme. Oh, c'est mais quel bon choix. Vous avez là la représentation de l'ambassadeur idéal. Hein, et encore maintenant idéal. Un homme de terrain, un homme de conviction, un homme de droit de l'homme, si j'ose dire, c'est pléonastique. Donc voilà, mon admiration lui est acquise pour toujours. Bonjour, rebonjour. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, on dit souvent que dans le monde d'aujourd'hui, on ne trouverait pas de majorité pour adopter ces déclarations. Moi, je pense qu'on ne trouverait personne pour la réécrire aujourd'hui. C'est surtout ça, Et vous avez voilà, raison. les esprits ont changé. Et au fond, cette conception à laquelle vous et moi sommes attachés est en recul. Parce qu'on en parle, mais peu de gens l'ont lu. C'est un texte court, c'est un texte clair et c'est un texte poétique. Et je trouve que ce sont des qualités extraordinaires. Et j'aimerais que les enseignants, que le milieu scolaire s'emparent de ce texte, le commentent, le lisent et le relisent, pourquoi pas tous les ans. Je crois que vous avez raison, c'est essentiel. 30 articles, c'est peu. Et surtout, il y a un préambule qu'il faut relire de temps en temps pour vous donner de l'espoir. Oui. Dis-moi, quels sont les derniers échos que tu as là sur les affaires là-bas? En Palestine. Oui, en Palestine. Écoute, le dernier voyage que nous y avons fait, c'était en avril dernier. Tout le monde était désespéré. Tout simplement désespéré. Les Israéliens intelligents qui sont nos contacts, comme Warshawski et d'autres, disent c'est fichu, on n'aura pas d'État palestinien, on va vers une apartheid. L'impression qu'on a eue, c'est que ni les Américains, ni les Européens ne font une pression tant soit peu efficace sur Olmert et les autres. C'est une question Très difficile. très difficile. Très difficile. Quand on relit la Bible, ce qui m'arrive en ce moment pour me replonger là-dedans, on voit à quel point ce Yahvé voulait vraiment qu'ils aient tout ce territoire de lait et de miel. Et comment Josué s'y est pris? Et comment Josué s'y est pris. Aïe, aïe, aïe.
Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les directeurs du département, j'attends de vous, avec Bernard Kouchner, avec Jean-Pierre Jouyet, avec Alain Joyandé et avec Ramayad, que vous vous fassiez l'écho du vaste mouvement de réforme qui est à l'œuvre en France. La France se modernise, elle se redresse, elle se tient au premier rang. Eh bien, c'est à vous de le faire savoir au reste du monde, et je compte sur vous pour le faire. Le 10 juillet 1944 est un lundi. J'ai rendez-vous avec 12 types à 12 coins différents de Paris. Station de métro, café, coin de rue, pâté de maison, selon la tactique de chacun. Le 10e rendez-vous est au coin de Raspail et d'Edgar Quinet. Il est assis à la terrasse. En me voyant, il se lève. Un autre que je ne connais pas se lève aussi. Et tous deux entrent dans la salle du fond. Je les suis. Lumière blanche dans ma mémoire. Je sens la bouche du revolver contre mes côtes. Je vois le jeune homme agité, tendu, tremblant. Je l'entends qui gueule. Oh les mains, allons, plus vite que ça. Je suis entre leurs mains. C'est très simple, ils m'ont vendu. Très simple. Voiture de la Gestapo qui file à travers Paris. Menottes, odeur de peur. Avenue Foch. Le mardi soir, on m'installe dans une chambre de bonne où il y a un fauteuil branlant en velours rouge et des livres plus ou moins déchirés sur l'appui de fenêtre. J'ai la figure un peu enflée à cause des gifles, la tête un peu enfiévrée. Ça dure 8 jours. On veut des adresses, des noms. On me fait passer à la baignoire 3 fois, à l'appareil électrique 1 fois. Entre les tortures, il y a les longues heures dans la chambre de bonne. Le 8 août, je suis envoyé à Buchenwald. Né en 1917 à Berlin, il arrive en France en 1924. Résistant au nazisme en 1941, arrêté, déporté dans un camp de concentration, condamné à mort, il échappe à la pendaison en s'évadant lors d'un transfert entre 2 camps. Cet homme, c'est Stéphane Hessel, un homme qui fait honneur à l'humanité, rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qu'il appelle volontiers sa déclaration. Il a fait de sa vie un combat pour la justice et l'émancipation des peuples. Inlassable ambassadeur pour les droits de l'homme, pour le droit des femmes africaines, pour l'émergence d'un rapport nouveau entre l'Europe et l'Afrique, pour la fin de la guerre au Liban, pour les enfants palestiniens, pour l'émergence d'une Europe sociale, aux côtés des plus démunis, de ceux qui n'ont pas de logement, de ceux qui n'ont pas de papier. Alors oui, vous le voyez, on ne peut pas résumer en quelques mots la vie d'un homme comme Stéphane Hessel, mais puisqu'il nous fait l'honneur de sa présence ici à Nantes, je souhaite qu'ensemble, nous lui rendions un hommage particulier. Merci Stéphane Hessel pour votre présence et pour l'exemple que vous donnez à tous ceux qui croient en l'humanité.
j'ai été tout à fait normalement dans l'armée française en 1939-40. J'ai été fait prisonnier par l'armée allemande, mais je ne suis pas resté prisonnier. Je me suis évadé tout de suite dès le lendemain et j'ai rejoint la partie non occupée de la France. Et là, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rejoindre le général de Gaulle. Donc, j'ai fait une partie de la guerre dans la France libre, France combattante, et je l'ai fait dans l'aviation, et puis je l'ai fait ensuite dans les bureaux qui assuraient la liaison avec les résistants et les mouvements de résistance en France. J'ai été envoyé en mission pour travailler avec ces résistants, donc j'ai connu aussi la France occupée résistante. J'ai connu l'arrestation par la Gestapo, c'est aussi une expérience que je ne recommande à personne. Et puis j'ai connu la déportation. Donc si vous voulez, pour moi, ces années-là, entre 1939 et 1945, sont des années formidablement importantes de ma formation. C'est peut-être ce qui explique à quel point, à la sortie de tout ça, j'étais enthousiaste de travailler pour les Nations Unies. En bâtiment. Nous, lorsqu'on monte les centres généralement, Très heureux, Christiane, ma femme et moi, de connaître les enfants de Jéricho. هو ومرته كريستيان كثير مبسوطين انهم يتعرفوا على اطفال اريحه. الحضور الكريم باسمي وباسم اطفال مخيم عقب الجبل نرحب بالضيوف ونحب نقدر اهتمامكم ودعمكم لنا والاطفال العالم. نتمنى بان يستمر دعمكم واهتمامكم للاطفال مخيم عقب الجبل وندعو الله ان يدوم التعاون والمحبه والسلام بين شعوب العالم اجمع. ونود بالنهايه ان نشكر مركز الطفل والعاملين به على جهودكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش النشاطات اللي بتسووها هون؟ ايش حاليا في نشاطات؟ On dessine, on lit des histoires, on fait du sport. إسرائيل. وين إسرائيل؟ البحر الميت. البحر الميت عندنا. Ils sont allés à la mer morte en Israël. رحنا على نشاطات في الهلال الأحمر. Et ils sont allés faire des activités avec les secouristes du Croissant Rouge. كانوا ينشطوا أكثر مع الأطفال المعاقين، هو دمج الأطفال معهم، الأطفال مركز مع أطفال معاقين وعملنا كروت معينة يعني. Ils ont fait des cartes postales pour souhaiter la bonne fête aux parents. Ils ont fait des travaux manuels et ils ont fait aussi des activités avec des enfants handicapés ensemble. Oui, très bien. بعتونا أنشطة نتعرف على حقوق الطفل. Et on a aussi fait des activités autour du droit de l'enfant. زي الحق في التعليم، اللعب. Comme le droit à l'éducation, le droit de jouer. الحق في يعني إحنا نشتري أواعينا بنفسنا ونعرف كيف يعني. Le droit de choisir, le droit de s'exprimer, d'être libre de s'exprimer. الحق في المساواة. Le droit à l'égalité. حق التعليم. Le droit à l'éducation. حق العلاج. Le droit aux soins. حق اللعب. Le droit de jouer. Le droit d'étudier, d'être éduqué. Il faut apprendre à utiliser son corps, le sport, la gymnastique, le football. Il faut apprendre à utiliser son cœur, la gentillesse, la solidarité, le respect de l'autre. Il faut apprendre à utiliser son esprit, la connaissance et la mémoire. Il y a le lien que je peux avoir avec l'État d'Israël, puisque mon père
est d'une famille juive qui a quitté la Pologne à la fin du 19e siècle, qui est venu s'installer à Berlin en 1880 et qui donc, sans avoir jamais été attiré par le sionisme, connaissait un peu la réalité du judaïsme. Eh bien, le fait que ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour lui, puisqu'il vivait à Berlin au moment où Hitler prenait le pouvoir, naturellement, ça veut dire aussi que je suis vis-à-vis de ce pays, d'Israël, parmi ceux qui se sont mobilisés en 1945 pour que les Juifs aient droit à un pays. Et me trouvant aux Nations Unies au moment où la création de l'État d'Israël était débattue, était négociée, j'étais de ceux qui attachaient beaucoup d'importance à ce que, après la Shoah, il y ait un État juif dans cette région du monde. أنا بقلنديا واطلعي معه موعدنا في مطعم زهروك. اوكي اذا لازم اجي على السي اف خليه يحكي معي انا هيني في قلنديا دخلنا يعني يرن لي اذا لازم نيجي على السي اف بنيجي. On peut dire, si vous voulez, qu'au long de ces longues années, ces 60 années qui nous séparent de la rédaction de la Déclaration universelle, au moment où la création de l'État d'Israël était débattue, il s'est passé énormément de choses, par exemple la décolonisation, et assez naturellement, je me suis trouvé engagé dans une réflexion sur le monde qui était déjà animée par ces droits de l'homme, par ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, tout naturellement, je me suis trouvé du côté de ceux qui souhaitaient l'indépendance de l'Algérie, avant ça, l'indépendance de la Tunisie, du Maroc. J'ai eu la chance de travailler avec Pierre Mendès France et donc d'essayer de mettre un terme à la guerre d'Indochine. Je me suis trouvé pratiquement tout au long de cette longue vie mobilisable et mobilisé pour les causes qui me paraissaient essentielles et parmi lesquelles figure naturellement maintenant la cause d'une Palestine disposant d'un État viable. Quand on est formé comme ça, quand on est formé par la guerre, par la résistance, par la Déclaration universelle des Nations Unies, ça vous donne une ouverture à regarder les problèmes. J'ai beaucoup travaillé aussi en Afrique. J'ai été au Burundi, j'ai été au Burkina Faso, j'ai été dans des pays qui confrontaient les mêmes problèmes. Comment arriver à l'indépendance, comment arriver à la démocratie, comment essayer de faire respecter les droits de l'homme, même dans des régimes qui n'ont que trop tendance à ne pas en tenir compte. Donc là, en effet, là, une chaîne, une continuité qui va bientôt s'arrêter, puisque j'en suis arrivé pratiquement à la fin d'une très longue vie. Mais on retrouve tout au long, d'année en année, on retrouve des engagements qui ont une certaine continuité et dont la base, en effet, peut être l'acceptation comme valeur suprême des droits de l'homme. Alors, la plupart des camps de réfugiés en Cisjordanie sont maintenant contrôlés par le Fatah. Par le Fatah. Donc voilà, donc c'est des gens qui reconnaissent Arafat et Abou Mazen comme leur leader. D'accord, avec un drapeau et tout ça. Le camp de réfugiés dans lequel on se trouve, il a été fondé en 1948.
الأرامل الإسرائيلية. أوكي. عدد سكان المخيم 9000 نسمة تقريبا. Il y a actuellement 9000 habitants qui vivent dans le camp. بيعيشوا على مساحة لا تتعدى الكيلومتر مربع، نصف كيلومتر مربع، وهي أعلى نسبة اكتظاظ في العالم تقريبا. Qui vivent sur un demi-kilomètre carré, les 9000 habitants, et ça fait partie au fait de densité très élevée dans le monde. Et il a la mauvaise chance d'être aussi la route des colons et la route de l'armée israélienne. وحدث انه الجيش الاسرائيلي قام باعتقال باصات كامله، يعني ياخذ طلاب المدارس بباصات وحافلات كامله الى مراكز الاعتقال. Il est déjà arrivé que des bus entiers, des gamins qui partaient pour l'école, soient pris en détention. C'est pour cette raison qu'ils voulaient en fait créer des écoles à l'intérieur du camp. Comme ça, il y a moins de contact avec les colons sur les routes. Ici, on se trouve dans une zone C. Donc, ce n'est pas une zone sous l'autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne ne peut pas venir ici. On est dans une zone contrôlée par l'armée israélienne. Donc, l'autorité palestinienne ne peut pas exercer ici. Situation très, très pénible et vous êtes très courageux et je vous en félicite de faire face à toutes ces difficultés et nous allons ramener en France l'image de gens qui veulent faire quelque chose et qu'il faut aider à le faire. طرق اخونا ابو رامي لموضوع مدرسه البكور للبنين، واحنا شرينا ارض للمدرسه بمبلغ تقريبا $100,000. Eux, leur priorité aujourd'hui au niveau des projets, c'est cette école pour les garçons pour éviter justement qu'ils soient tabassés par les colons et les soldats et qu'ils puissent faire les études ici. أنا أسمع أنا بقول 90 هنا جبت هنا الوقت. ما شاء الله. Il demande quel est votre âge. On a fêté les 91 ans. Voilà. Vous êtes jeune et on vous souhaite 120 ans. S'il n'y avait pas eu cet enchaînement dont nous avons parlé, j'aurais eu quand même un point de départ qui était la double culture, puisque né d'une famille 100% allemande, j'ai fait mes études scolaires et ma formation en France. Donc là, il y avait déjà... J'étais déjà, si vous voulez, un immigré. Ma famille, moi, je ne l'ai vécu que comme le petit garçon qui vient en France et qui va faire sa vie en France. Et je savais que je serais français, donc il n'y avait pas de question. Mais malgré tout, c'était une façon de s'ouvrir d'un petit Berlinois vers un petit Parisien. C'est déjà un élément important. Et je dirais qu'ensuite, le fait que dans ma famille, il y avait un goût pour la poésie, un goût pour les langues. Mon père était donc un grand traducteur de livres français vers l'allemand. Il a traduit Marcel Proust, par exemple, et bien d'autres. Donc là aussi, on peut dire qu'il y avait pour moi à la base, guerre ou pas guerre, une ouverture au monde et à sa diversité qui a sûrement contribué à ma formation. Mais il reste que s'il n'y avait pas eu cette période, ces 5 années, 6 années très particulières, je n'aurais peut-être pas engagé ma vie comme je l'ai engagée. Je voulais faire de la philosophie, je voulais devenir prof de philo, c'est comme ça que j'ai fait mes études à l'école normale. Donc j'aurais pu vivre une vie tranquille de professeur de philosophie. Normalement, tout cet espace va être...
Voilà une poésie imitée d'une poésie que Auden a composée pour la mort de William Yeats. Et je la récite à la palestinienne. Earth, receive an honored guest. Mahmoud Darwish is laid to rest. Let the Palestinians mourn till their country be reborn. Intellectual disgrace stares from every human face, and the seas of pity lie, locked and frozen in each eye. Poet, follow, poet, write to the bottom of the night. Let thy unconstraining voice still persuade us to rejoice. With the framing of a verse, make a vineyard of the curse. Sing of human unsuccess in the rapture of distress. In the desert of the heart, let the healing fountain start. In the prison of his days, teach each free man how to praise. Voilà. On pense à ce grand poète, à sa jeunesse et à sa mort et à son message pour tout le pays. الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ هلا هلا أهلين أهلين. هلا يعطيك العافية. هذا شباب وإيه؟ شكرا. سلام عليكم. دكتور بدك تيجي معنا؟ لا. Where from? French? Visiting. Allô. Bon, quand même, ça l'aime pas. خيرنا. الله بعين الله. كيف حالك؟ كيف all our tourists.
quelque part en moi, le médiateur ne renonce jamais. L'espoir qu'il a suscité peut subir des éclipses. Certaines peuvent durer 10 jours, 10 ans, un siècle. Mais pendant cette éclipse, d'autres espoirs prennent corps qui vont plus loin que l'espoir provisoirement évanoui. Et c'est mon choix le plus existentiel que de rester le messager de ces nouveaux équilibres. Il n'y a pas de médiation réussie, mais chacune, par son échec même, ouvre la voie à une autre, plus large, qui va échouer à son tour. C'est par leur enchaînement inlassable que s'écrit l'histoire courageuse de notre espèce. Eins meiner liebsten Gedichte fängt so an. Manche freilich müssen drunten sterben, wo die schweren Ruder der Schiffe streifen. Andere wohnen bei den Steuern droben, kennen Vogelflug und die Länder der Sterne. Manche liegen immer mit müden Gliedern bei den Wurzeln des verworrenen Lebens. Anderen sind die Stühle gerichtet bei den Sibyllen, den Königinnen, und dort sitzen sie wie zu Hause, leichten Hauptes und leichter Hände. Doch ein Schatten fällt von jenen Leben auf die anderen Leben hinüber, und die Leichten sind an die Schweren wie an Luft und Erde gebunden. Ganz vergessene Völker, Müdigkeiten kann ich nicht abtun von meinen Liedern, noch weghalten von der erschrockenen Seele stummes Niederfallen ferner Sterne. Viele Geschicke weben neben dem meinen, durcheinander spielt sie alle das Dasein, und mein Teil ist mehr als dieses Lebens schlanke Flamme oder schmale Leier. Voilà la poésie. Voilà ce qui a fait que ma vie a constamment été une vie de joie et de bonheur. Car la poésie m'a toujours enrichi, m'a toujours fait comprendre qu'aucun problème n'est insoluble, qu'avec de l'imagination, avec de la joie de vivre que j'ai hérité de ma mère, on peut regarder l'avenir avec confiance, à condition de se donner un peu de mal, d'être là quand il s'agit de résister à des choses scandaleuses dans le monde, comme ce qui se passe actuellement en Palestine, où ce pays que j'aime, Israël, se comporte tellement mal, tellement à côté de ce qui serait une solution, une ouverture vers l'autre. C'est ce que les Israéliens n'ont pas suffisamment compris. Demain, quand je ne serai plus là, il faut que ce problème-là aussi trouve sa solution.